Elmer abandonne la fille du millionnaire à la décharge. La jeune fille se bat sans connaître sa véritable valeur. L'abandon cache les secrets d'un héritage royal. Découvrez comment son destin se transforme à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. La pluie battait impitoyablement contre les vitres de la voiture luxueuse qui fendait la nuit. Sur la banquette arrière, Élodie serrait sa poupée usée, ses grands yeux marrons observant les gouttes qui ruisselèrent sur la vitre. À 6 ans, elle avait déjà appris à déchiffrer les silences de sa mère, et celui-ci l'effrayait plus que tous les autres. Céline conduisait avec détermination, ses doigts bien manucurés serrant le volant avec une force inutile. Le reflet dans le rétroviseur montrait son visage encore beau à 42 ans, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression ce soir-là, une froideur calculée que même son rouge à lèvres carmin ne parvenait pas à dissimuler. « Maman, où allons-nous » demanda Élodie pour la 3e fois, sa petite voix presque engloutie par le bruit de la tempête. « Tais-toi » répondit sèchement Céline, sans détourner les yeux de la route sombre. La voiture continuait d'avancer dans des rues de moins en moins familières. Les élégants immeubles du centre-ville cédaient la place à des bâtiments abandonnés et l'asphalte bien entretenu se transformait en un chemin de terre que la pluie transformait en boue. Élodie serra plus fort sa poupée, sentant son cœur s'accélérer. Cela faisait 3 jours que son père, François, était parti pour un nouveau voyage d'affaires. Avant de partir, il l'avait serré dans ses bras plus fort que d'habitude, comme s'il pressentait quelque chose. « Prends soin de ta mère », avait-il dit, sa voix fatiguée portant le poids de ses 62 ans, « et ne laisse personne te prendre ton sourire. » Mais il était difficile de sourire maintenant, alors que la voiture s'approchait d'un endroit qui lui retournait l'estomac. L'odeur arriva avant même qu'elle puisse voir, une puanteur que même la pluie ne parvenait pas à masquer. À travers la vitre embuée, Élodie vit des montagnes de déchets se dresser contre le ciel nocturne comme des monstres difformes. Céline s'arrêta brusquement, faisant gicler de la boue sur les côtés de la voiture importée. Pendant un moment, elle resta immobile, ses mains toujours agrippées au volant, comme si elle luttait contre un dernier vestige d'hésitation. « Descends » ordonna-t-elle finalement, sa voix tranchante comme de la glace. « Maman, j'ai peur » murmura Élodie, ses petites mains tremblantes. « Je t'ai dit de descendre » cria Céline, se retournant vers l'arrière avec des yeux étincelants d'une colère que sa fille n'avait jamais vue auparavant. Les jambes flageolantes, Élodie ouvrit la portière de la voiture. La pluie l'atteignit immédiatement, trempant. Sa robe bleue, celle qu'elle avait portée à sa dernière fête d'anniversaire, quand son père souriait encore et que sa mère faisait encore semblant de l'aimer. Céline sortit également, ses chaussures coûteuses s'enfonçant dans la boue. Elle saisit le bras de sa fille avec force et commença à la traîner vers les montagnes de déchets. Élodie trébuchait, essayant de suivre les pas précipités de sa mère, sa poupée glissant de ses doigts mouillés. « Maman, s'il te plaît » pleurait-elle, mais ses supplications se perdaient dans le bruit de la tempête. Elles s'arrêtèrent près d'un tas particulièrement haut de débris. L'odeur était maintenant insupportable, un mélange de décomposition et de désespoir. Céline lâcha enfin le bras de sa fille, laissant des marques rouges sur sa peau délicate. « Reste ici, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, le seul, signe que peut-être, quelque part très profond, il existait encore un vestige d'humanité dans son cœur. « Ne me laisse pas, maman » sanglotait Élodie, s'accrochant à la jupe trempée de Céline. « Je promets d'être sage, je promets de ne plus faire de bruit quand tu es avec tes amis, je promets. » Mais Céline s'était déjà dégagée. D'un pas ferme, elle retourna vers la voiture, ignorant les cris désespérés de sa fille. Le rugissement du moteur résonna comme un coup de tonnerre, et les phares illuminèrent brièvement la petite silhouette solitaire d'Élodie, debout sous la pluie, les bras tendus dans une dernière demande silencieuse. Puis la voiture partit, ne laissant derrière elle que des traces de pneus dans la boue et une enfant dont le monde venait de s'effondrer complètement. Élodie resta là, paralysée, tandis que la pluie lavait ses larmes et que le froid commençait à pénétrer ses os. Au milieu du désespoir qui menaçait de l'engloutir, quelque chose attira son attention, un faible éclat parmi les déchets. Elle s'approcha en chancelant et de ses doigts tremblants, ramassa l'objet.
C'était un bracelet ancien, son métal oxydé conservant encore des traces d'un éclat autrefois magnifique. Elle serra le bracelet contre sa poitrine, comme si ce petit objet pouvait la protéger de l'obscurité qui l'entourait. C'est alors qu'elle entendit des pas qui s'approchaient et une voix rauque qui déchirait la nuit. « Mon Dieu, qu'avons-nous là ?» La silhouette qui émergea de l'obscurité fit instinctivement reculer Élodie. C'était un homme grand et maigre, vêtu d'habits usés, avec un visage marqué par des cicatrices que la pénombre rendait encore plus profondes. Ses yeux, cependant, avaient un éclat différent, non pas de méchanceté, mais de reconnaissance. « Toi, » murmura-t-il, faisant un pas vers elle, « tu es la fille de Monsieur François. » Élodie se figea en entendant le nom de son père. L'homme s'approcha davantage, et maintenant, elle pouvait mieux distinguer ses traits. Il y avait quelque chose de familier, chez lui comme un lointain souvenir de jours plus heureux. « Je m'appelle Zacharie, » dit-il, sa voix s'adoucissant. « Je travaillais pour ton père il y a très longtemps. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, une seconde voix résonna dans la nuit. « Zacharie, que se passe-t-il là-bas » Une femme se matérialisa à ses côtés, ses cheveux sombres attachés en un chignon désordonné. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la fillette trempée et tremblante. « Amélie, » dit doucement Zacharie, « c'est la fille de François, là. » Femme n'hésita pas. En quelques secondes, elle avait enlevé son propre manteau et en avait enveloppé Élodie. « Sortons de cette pluie, petite. Il y a un endroit sûr, tout près. » Élodie les laissa l'emmener, ses jambes supportant à peine son poids. Ils marchèrent entre les montagnes de déchets jusqu'à une construction improvisée, mais étonnamment accueillante. À l'intérieur, quelques lampes faibles éclairaient un espace organisé, avec des meubles récupérés et des murs couverts de tissus colorés. « C'est notre refuge, » expliqua Amélie, asseyant Élodie dans un fauteuil usé mais propre. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que de rester sous la pluie. » Pendant qu'Amélie cherchait des vêtements secs et préparait quelque chose de chaud à boire, Zacharie observait la fillette avec une expression complexe. Ses yeux se fixèrent sur le bracelet qu'elle tenait toujours fermement. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Là dehors, » répondit Élodie, regardant l'objet avec une curiosité renouvelée. « Pourquoi? Vous connaissez ce bracelet ?» Zacharie échangea un regard significatif avec Amélie, qui était revenue avec une tasse fumante. « Ce bracelet, » dit-il lentement, « appartenait à ta grand-mère. Ton père l'a cherché pendant des années après sa disparition. » Élodie serra le bracelet plus fort, sentant son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais connu sa grand-mère. C'était un sujet que son père évitait et que sa mère refusait de discuter. « Pourquoi ma mère m'a-t-elle laissé ici ?» demanda-t-elle soudainement, sa petite voix chargée de douleur. Amélie s'assit à côté d'elle, passant un bras protecteur autour de ses épaules. « Parfois, ma chérie, les gens font des choses terribles pour des raisons qu'ils ne comprennent pas complètement eux-mêmes. Mais je connais ta mère, » intervint Zacharie, son visage se durcissant, « et je connais les gens qu'elle fréquente. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était planifié. »« Zacharie !» le réprimanda Amélie, mais il continua. « Céline a toujours voulu plus de pouvoir, plus de contrôle sur les affaires de ton père. Avec toi hors du chemin, ça suffit, » coupa Amélie, remarquant comment Élodie recommençait à trembler. Elle a déjà traversé beaucoup de choses aujourd'hui. Laissons-la se reposer. Mais pendant qu'il préparait un lit improvisé pour Élodie, Zacharie restait agité, son regard alternant entre la fillette et le bracelet qu'elle portait. Dans ses yeux, une bataille silencieuse semblait se dérouler, comme s'il luttait contre des souvenirs ou des décisions qui le tourmentaient. Cette nuit-là, alors que la tempête continuait à frapper le monde extérieur, Élodie s'allongea, enveloppée dans des couvertures empruntées, le bracelet de sa grand-mère toujours serré dans sa petite main. Le sommeil tarda à venir, et lorsqu'il arriva enfin, il apporta avec lui des rêves troublants, des images confuses de sa mère riant avec des étrangers en vêtements coûteux, son père regardant tristement par la fenêtre de son bureau, et une femme qu'elle n'avait jamais connue portant un bracelet qui brillait comme des étoiles. Ce qu'Élodie ne pouvait pas savoir, c'est que de l'autre côté de la chambre improvisée, Zacharie passait un appel sur un vieux téléphone portable, sa voix un murmure urgent dans l'obscurité. « Elle est ici, et elle a trouvé le bracelet. » Le matin arriva, gris et froid sur la décharge,
apportant avec lui un épais brouillard qui semblait vouloir cacher les cicatrices de la nuit précédente. Amélie préparait un café simple dans la petite cuisine improvisée quand elle entendit les premiers sanglots venant de la chambre où dormait Élodie. Elle y courut pour trouver la fillette assise sur le lit, des larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis qu'elle regardait fixement le bracelet dans ses mains. Pendant un moment, la ressemblance avec Hélène, sa défunte grand-mère, était si forte qu'elle coupa le souffle d'Amélie. « Je veux mon papa », murmura Élodie, sa voix étranglée. « Pourquoi n'est-il pas là ?» Amélie s'assit à côté d'elle, sentant son cœur se serrer. Comment expliquer à une enfant de 6 ans les complexités du monde des adultes? Comment parler d'ambition, de trahison et de secrets enterrés depuis si longtemps? « Ton père est en voyage », répondit-elle doucement. « Mais nous allons trouver un moyen de l'avertir de ce qui s'est passé. » De l'autre côté de la chambre, Zacharie passa précipitamment, évitant de regarder à l'intérieur. Il y avait quelque chose de différent dans son comportement depuis l'appel mystérieux de la nuit précédente. Ses mains tremblaient légèrement et ses yeux portaient une nouvelle inquiétude. Pendant ce temps, dans un hôtel luxueux à des kilomètres de là, François se réveillait avec une sensation inexplicable d'angoisse. Il prit son téléphone, remarquant plusieurs appels manqués de numéros inconnus. Un message de Céline disait simplement « Élodie est malade, ne reviens pas tout de suite ». Quelque chose dans la froideur de ces mots lui retourna l'estomac. Il connaissait sa femme depuis assez longtemps pour reconnaître quand elle mentait. Il essaya de la rappeler mais tomba directement sur sa messagerie vocale. De retour à la décharge, Amélie essayait de distraire Élodie en lui montrant comment elle avait transformé cet endroit désolé en refuge. « Tu vois ces rideaux ?» Elle désigna les tissus colorés sur les murs. « Je les ai trouvés jetés, encore en bon état. Avec un peu d'amour, beaucoup de choses peuvent reprendre vie. » La fillette observait tout avec curiosité, ses yeux encore rouges d'avoir pleuré, mais maintenant, avec une lueur différente. Le bracelet ne quittait pas son poignet, comme s'il était une encre la reliant à un passé qu'elle connaissait à peine. « Amélie » appela-t-elle doucement. « Tu as connu ma grand-mère » La question prit la femme par surprise. Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Pas personnellement, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires sur Hélène. C'était une femme extraordinaire qui croyait en l'aide aux autres. Comme toi ?»« Oh non !» sourit tristement Amélie. « Hélène avait des ressources, de l'influence. Je fais simplement ce que je peux avec ce que j'ai. » Et que lui est-il arrivé? Avant qu'Amélie ne puisse répondre, Zacharie fit irruption. Dans la chambre, son visage pâle et bouleversé. « Nous devons sortir la petite d'ici, maintenant. »« De quoi parles-tu » demanda Amélie, se levant instinctivement pour se placer entre lui et Élodie. « Ils arrivent, » répondit-il, regardant nerveusement par la fenêtre. « Céline a découvert où elle se trouve. Nous devons... » Un bruit de voiture qui s'approchait l'interrompit. Par la vitre embuée, ils virent 3 véhicules luxueux avancer sur le chemin de terre qui menait à la décharge. « Vite !» Zacharie saisit le bras d'Élodie, mais Amélie l'en empêcha. « Non !» cria-t-elle. « Tu agis bizarrement depuis hier soir. Comment ont-ils su qu'elle était ici ?» L'homme recula, son visage un masque de culpabilité et de conflit. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « Je n'avais pas le choix. Ils ont quelque chose. Contre moi, quelque chose du passé. Tu les as appelés, comprit Amélie horrifiée. Tu leur as parlé de la petite, du bracelet. » Élodie regardait de l'un à l'autre, son petit corps tremblant. Le bruit des voitures était maintenant plus proche, et des voix commençaient à se faire entendre dehors. « Par ici !» Amélie prit la main d'Élodie, la guidant vers une trappe cachée sous un vieux tapis. « Ce tunnel mène à l'autre côté. Que de la décharge. Ne t'arrête pas de courir, ne regarde pas en arrière. »« Mais et toi ?» demanda Élodie, les larmes revenant à ses yeux. « Je vais les retarder. Maintenant, va !» La dernière chose qu'Élodie vit avant de plonger dans l'obscurité du tunnel fut Zacharie tombant à genoux, ses mains couvrant son visage dans un geste de désespoir, tandis que la porte du refuge était violemment ouverte. Le tunnel était étroit et humide, avec seulement la faible lumière qui entrait par la trappe, éclairant les premiers mètres. Élodie avançait à l'aveuglette, ses petites mains tâtonnant les parois boueuses, tandis que ses pieds trébuchaient sur des objets invisibles. Le son de voix agitées au-dessus d'elle devenait de plus en plus distant. Ses poumons brûlaient, avec l'effort et l'air vicié,
Mais elle continuait d'avancer, se rappelant les paroles d'Amélie. « Ne t'arrête pas de courir, ne regarde pas en arrière. » Le bracelet à son poignet tintait doucement à chaque pas, comme une minuscule cloche la guidant à travers l'obscurité. Pendant ce temps, dans le refuge, Amélie faisait face à Céline et ses 3 accompagnateurs, des hommes en costumes coûteux qui semblaient déplacés dans cet environnement de pauvreté. Zacharie était adossé dans un coin, son visage un masque de honte et de regret. « Où est ma fille ?» exigea Céline, son visage tordu en une expression qui mêlait colère et anxiété. « Ta fille ?» rit Amélie sans humour. « Celle que tu as abandonnée sous la pluie hier soir. Quel genre de mère fait ça à un enfant ? Tu ne comprends pas, avança Céline, ses talons hauts s'enfonçant dans le sol irrégulier. Ce n'est pas à propos d'Élodie, c'est à propos du bracelet. Elle ne peut pas le garder. Ce bracelet renferme des secrets qui doivent rester enterrés. » À l'hôtel, François réussissait enfin à contacter sa maison. La domestique, entre des sanglots nerveux, avoua qu'elle n'avait pas vu Élodie depuis la veille au soir quand Céline l'avait emmenée faire un tour. « Qu'êtes-vous en train de me dire ?» demanda-t-il, son cœur martelant dans sa poitrine. « Où est ma fille ?»« Je ne sais pas, monsieur, » pleura la domestique. « Mais j'ai entendu Madame Céline au téléphone plus tôt. Elle a mentionné quelque chose à propos d'un bracelet, sur la nécessité de le récupérer avant que vous ne découvriez. » François sentit son sang se glacer dans ses veines. Il ne pouvait s'agir que d'un bracelet assez important pour causer une telle agitation. Le bracelet de sa mère, Hélène, disparue il y a tant d'années, avec des secrets qu'il avait passé sa vie à essayer d'enterrer. De retour au tunnel, Élodie commençait à voir une faible lumière devant elle. Ses genoux étaient écorchés à force de chute et sa robe, encore humide de la pluie de la veille, était couverte de boue. Mais elle continuait d'avancer, mue par un instinct qu'elle ne comprenait pas totalement. Le bracelet à son poignet semblait plus chaud maintenant, presque comme s'il était vivant. Dans son esprit épuisé, souvenirs et rêves commençaient à se mélanger. Des images d'une femme qu'elle n'avait jamais connue, portant ce même bracelet tout en écrivant dans un carnet rouge. Finalement, elle atteignit la fin du tunnel. La sortie donnait sur une zone plus éloignée de la décharge, où des conteneurs abandonnés formaient un labyrinthe rouillé. Le soleil du matin parvenait à peine à pénétrer entre les structures métalliques, créant des ombres allongées qui semblaient des doigts essayant de l'atteindre. C'est alors qu'elle entendit des voix qui s'approchaient, pas de la direction du tunnel, mais de l'autre côté des conteneurs. Elle s'accroupit derrière une pile de caisses, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre. « Elle doit être quelque part par ici », dit une voix masculine inconnue. La petite n'a pas pu aller bien loin. « Trouvez-la ». La voix de sa mère retentit, claire et froide. « Et rappelez-vous, le bracelet est plus important que tout le reste. » Élodie serra ses genoux contre sa poitrine, essayant de se faire aussi petite que possible. Pourquoi sa mère se souciait-elle tant d'un vieux bracelet? Qu'avait-il de si spécial? Comme en réponse à ces questions silencieuses, ses doigts trouvèrent quelque chose de différent sur le métal oxydé, une petite saillie qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle appuya légèrement et avec un clic presque inaudible, un compartiment secret s'ouvrit à l'intérieur du bracelet. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de papier plié, si ancien et si fragile qu'il semblait pouvoir se désintégrer au toucher. De ses doigts tremblants, Élodie commença à le déplier, mais avant qu'elle ne puisse lire ce qui était écrit, un bruit métallique la fit sursauter. Zacharie se tenait à quelques mètres d'elle, son visage un masque d'émotion conflictuelle. « Pardonne-moi, petite, » dit-il, sa voix se brisant, « mais j'ai besoin de ce bracelet. C'est ma seule chance de réparer les erreurs du passé. » Élodie serra le bracelet contre sa poitrine, reculant jusqu'à ce que son dos touche le conteneur, rouillé. Zacharie avançait lentement, ses mains tendues dans un geste qui se voulait rassurant, mais ses yeux trahissaient une urgence presque désespérée. « S'il te plaît, » chuchota-t-il, « tu ne comprends pas ce qui est en jeu ici. Ce papier, ces mots peuvent détruire de nombreuses vies. Pourquoi tout le monde veut-il tant ce bracelet ?» demanda Élodie, sa voix tremblante. « Qu'a-t-il de si important ?» Avant que Zacharie ne puisse répondre, un cri déchira l'air. « Là-bas, je les ai trouvés !» Céline émergea d'entre les conteneurs, ses talons hauts s'enfonçant dans la haie terre meuble. Son visage habituellement contrôlé était tordu en une expression qu'Élodie n'avait jamais vue auparavant,
un mélange de triomphe et de peur. « Donne le bracelet à Zacharie, Élodie, ordonna-t-elle, s'approchant rapidement. Sois une bonne fille pour la première fois de ta vie. Non, la voix d'Amélie retentit de quelque part derrière eux. Elle apparut en boitant, une coupure sur son front tachant son visage de sang, mais ses yeux brillaient de détermination. Ne leur donne rien, Élodie. Ce bracelet appartenait à ta grand-mère. C'est ton droit de connaître la vérité. Céline rit, un son froid et sans humour. La vérité? Quelle vérité? Que ta chère grand-mère était une manipulatrice qui a détruit de nombreuses vies avec ses bonnes intentions? Hélène était une femme qui a découvert quelque chose de terrible, rétorqua Amélie. Quelque chose que certaines personnes feraient tout pour garder caché. Élodie regardait d'un adulte à l'autre, son petit cœur battant la chamade. Le papier à l'intérieur du bracelet semblait brûler contre sa peau, comme si les mots qui y étaient écrits étaient vivants, implorant d'être lus. « Assez !» avança brusquement Céline, saisissant le bras d'Élodie avec force. « Tu as déjà causé assez de problèmes, petite. Enlève tes mains de ma fille !» La voix grave et autoritaire figea tout le monde sur place. François se tenait entre deux conteneurs, son visage habituellement serein marqué par une fureur contenue. Derrière lui, d'autres personnes émergèrent des ombres, des employés loyaux qui l'accompagnaient depuis des années. « Comment ?» recula Céline, lâchant Élodie. « La domestique a appelé, » répondit-il froidement. « Il semble que tout le monde ne soit pas disposé à participer à tes jeux, Céline. » Zacharie fit un pas en avant, ses mains tremblantes. « Monsieur François, je peux expliquer... » « Expliquer quoi, Zacharie? Comment tu as trahi ma confiance 2 fois, d'abord avec ma mère et maintenant avec ma fille ?» Élodie courut dans les bras de son père, qui l'étreignit protectivement. Le bracelet tinta avec le mouvement, attirant l'attention de tous. « Alors, c'est vrai, » murmura François, reconnaissant l'objet. « Après toutes ces années... » « Papa, » appela doucement Élodie, « il y a un papier à l'intérieur. »« Un secret !» Le visage de Céline pâlit visiblement. « François, non. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, des vérités qui peuvent... » « Qui peuvent quoi ?» coupa-t-il, sa voix chargée d'amertume. « Révéler comment ma mère est vraiment morte. Comment toi et tes amis avez utilisé des informations privilégiées pour prendre le contrôle d'une partie des affaires de la famille. » Zacharie tomba à genoux, ses jambes semblant ne plus supporter son poids. « Je suis désolé, » sanglota-t-il. « Elle m'a découvert, ta mère. Elle a découvert ce que nous faisions avec l'argent de l'entreprise. Je voulais juste ma part. » « Et quelle a été ta part dans tout ça ?» demanda François à Céline, qui restait étrangement silencieuse. « J'ai fait ce qui devait être fait, » répondit-elle finalement, relevant le menton avec défi. Hélène allait tout ruiner avec ses idées de charité et de distribution, des profits. Quelqu'un devait l'arrêter. « Alors tu l'as tuée ?» La voix de François trembla pour la première fois. « Non !» cria Céline. « Ce n'était pas comme ça. Elle est tombée. Nous voulions juste le bracelet, les preuves. » Élodie serra plus fort le papier dans sa main, sentant le poids de l'histoire qu'il portait. Elle regarda Amélie, qui observait, tout avec des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Mais pourquoi abandonner Élodie ?» demanda Amélie, sa voix chargée de douleur. « Pourquoi impliquer une enfant innocente dans tout cela ?» Le sourire qui se forma sur le visage de Céline était quelque chose de terrible à voir. Parce qu'elle est exactement comme sa grand-mère, toujours à observer, toujours à poser des questions. C'était juste une question de temps avant qu'elle ne découvre quelque chose, et je ne pouvais pas permettre cela. Le silence qui suivit, la confession de Céline, ne fut brisée que par le bruit lointain du tonnerre. Une nouvelle tempête approchait, comme si le ciel lui-même répondait à la tension du moment. François tenait Élodie, comme si elle était la seule chose l'empêchant de s'effondrer complètement. Ses yeux, normalement si contrôlés, débordèrent d'un mélange de douleur et de colère qui faisait instinctivement reculer tous ceux autour de lui. « Pendant toutes ces années, dit-il lentement, chaque mot chargé d'une agonie contenue, j'ai cru que ma mère avait simplement disparu, qu'elle avait choisi de partir, d'abandonner tout ce que nous avions construit ensemble. Elle allait tout détruire, insista Céline, son masque de contrôle commençant à se fissurer. Tous ces documents sur les détournements de fonds, sur les affaires irrégulières, Hélène allait tout exposer. Et tu as préféré la faire taire, intervint Amélie, sa voix tremblant d'indignation.
Tu as préféré dissimuler un crime et ensuite essayer de faire la même chose avec une enfant innocente. » Zacharie restait à genoux dans la terre, son visage enfoui dans ses mains. « Elle me faisait confiance, » murmurait-il sans cesse. « Hélène me faisait confiance. » Élodie, toujours dans les bras de son père, sentait le papier à l'intérieur du bracelet comme un poids physique contre sa peau. De ses doigts délicats, elle commença à le déplier à nouveau. « Non !» Céline avança brusquement, mais les employés de François la retinrent. L'écriture sur le papier était délicate et précise, même après tant d'années. François reconnut immédiatement l'écriture de sa mère et sa voix se brisa en commençant à lire « Mon cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que mes soupçons étaient fondés. J'ai découvert quelque chose de terrible qui se passe dans notre entreprise. Un système de détournement de ressources qui devait aller à des projets sociaux. Céline est impliquée, avec Zacharie et d'autres. J'ai toutes les preuves documentées. Dans... »« Ça suffit !» cria Céline, se débattant contre les hommes qui la retenaient. « Tu ne comprends pas? J'ai fait tout cela pour nous, pour le pouvoir, pour le contrôle. Ta mère voulait donner notre argent à des gens comme eux. » Elle pointa avec mépris vers Amélie. « Des gens comme eux ?» répéta François, sa voix dangereusement basse. « Des gens qui, même en ayant si peu, ont accueilli ma fille quand tu l'as abandonnée. Qui ont risqué leur vie pour la protéger ?» Amélie s'approcha en boitant, posant une main douce sur l'épaule d'Élodie. « Ta mère venait ici, tu sais ?» dit-elle doucement. « Hélène, elle apportait de la nourriture, des vêtements, aidait, comme elle pouvait. C'est elle qui m'a inspiré à créer ce refuge. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de François, tandis qu'il continuait à lire le billet. Chaque mot était comme un couteau dans son cœur, révélant une vérité qui avait été cachée pendant si longtemps. « Papa ?» appela doucement Élodie, touchant son visage mouillé. « Tout va bien ?» Il la serra plus fort, sentant combien elle était petite et fragile, et pourtant aussi forte que sa grand-mère l'avait été. « Ça va aller, mon amour. Maintenant, ça va aller. » Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, faisant lever les yeux de tous vers le ciel. Assemble. Céline avait cessé de lutter, tout son corps tremblant tandis que la réalité de sa situation la frappait enfin. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Zacharie, sa voix presque inaudible. « Maintenant !» répondit François, en redressant les épaules. « Nous allons faire ce que ma mère a toujours voulu. Nous allons réparer les choses. » Élodie regarda le bracelet à son poignet, maintenant nettoyé par la pluie qui tombait. Le métal ancien brillait doucement, comme s'il approuvait ses paroles. « Et pour eux ?» demanda l'un des employés, indiquant Céline et Zacharie d'un mouvement de tête. « Ils vont faire face aux conséquences de leur choix, » répondit fermement François, tout comme les autres personnes impliquées. La pluie s'intensifiait, mais personne ne bougeait. C'était comme si ce moment devait être vécu complètement, chaque goutte de vérité absorbée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune ombre de doute. « Viens, petite. » Amélie tendit la main à Élodie. « Rentrons avant que tu n'attrapes froid. » Mais avant de bouger, Élodie regarda une dernière fois sa mère. Céline gardait les yeux fixés au sol, sa posture élégante complètement défaite pour la première fois dont sa fille pouvait se souvenir. « Tu ne m'as jamais vraiment aimé, n'est-ce pas ?» demanda Élodie, sa voix petite mais claire. Céline leva le visage, et pendant un bref moment, quelque chose ressemblant à du remords passa dans ses yeux. Mais elle ne répondit pas. Peut-être n'y avait-il pas de réponse possible? À cette question, les heures suivantes passèrent comme un flou confus pour Élodie. Il y eut des dépositions, des personnes posant des questions, des appareils photos enregistrant chaque moment. Elle resta accrochée à son père tout du long, le bracelet de sa grand-mère un poids réconfortant à son poignet. Céline fut emmenée dans une voiture séparée, ses derniers mots résonnant dans l'air humide. « Tu es comme elle, tu sais. Comme Hélène. » Ce même regard têtu, cette même manie de vouloir arranger les choses. Zacharie fut emmené aussi, mais pas avant de remettre au policier un dossier plein de documents qu'il avait gardés pendant des années. Sa propre forme d'assurance, qui servirait maintenant de preuve de tous les crimes commis. « Prends bien soin de ce bracelet, » dit-il à Élodie avant de partir. « Il a retrouvé le chemin vers ta famille pour une raison. » Pendant que les policiers finissaient de recueillir des preuves, François parlait à voix basse avec Amélie. Élodie ne pouvait pas tout entendre ce qu'il disait, mais des mots comme réforme, projet social et financement
parvenait à ses oreilles. « Papa » appela-t-elle, tirant légèrement sur sa manche. « Pouvons-nous rentrer à la maison ?» Il la prit dans ses bras, son visage s'adoucissant en la regardant. « Bien sûr, mon amour. Mais avant… » Il se tourna vers Amélie. « Pourriez-vous nous faire l'honneur de dîner avec nous ce soir? Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler. » La femme parut surprise par l'invitation. « Je ne sais pas si ce serait approprié. »« S'il te plaît, » supplia Élodie, « tu pourrais me raconter plus d'histoires sur grand-mère Hélène. » Un sourire triste passa sur le visage d'Amélie. « En fait, petite, je n'ai jamais connu ta grand-mère personnellement, mais elle a changé ma vie quand même. C'est grâce à l'argent qu'elle a donné secrètement que j'ai pu commencer ce refuge. » François absorba cette information en silence, son expression un mélange complexe de fierté et de chagrin. Une raison de plus pour que nous parlions. Il y a beaucoup de choses que je dois apprendre sur l'héritage de ma mère. La pluie s'était finalement arrêtée, et un faible rayon de soleil parvenait à percer entre les nuages qui se dissipaient. À l'horizon, un arc-en-ciel commençait à se former, ses couleurs pâles mais prometteuses. « Regarde, papa !» Élodie pointa du doigt. « C'est comme si grand-mère Hélène nous souriait. » Il serra sa fille plus fort, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. Comment avait-il pu être si aveugle pendant si longtemps? Comment n'avait-il pas remarqué le poison qui grandissait dans sa propre maison? « Monsieur François », un policier s'approcha respectueusement. « Nous avons trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. » C'était une vieille boîte, découverte dans un compartiment secret du bureau de Céline. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres, des coupures de journaux, tout un dossier sur Hélène et ses activités caritatives. Elle observait chacun de ses pas, murmura Amélie, regardant les documents. Elle a tout planifié pendant des années. Élodie prit l'une des photos. Elle montrait une femme d'âge moyen, aux yeux doux et au sourire familier, portant le même bracelet qui ornait maintenant son poignet. Elle était entourée d'enfants souriants, devant un bâtiment rénové. « C'est le premier refuge qu'elle a aidé à construire », expliqua François, sa voix étranglée. « Je me souviens de ce jour. Elle était si heureuse. Et maintenant ?» demanda Élodie, ses grands yeux fixés sur son père. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Il échangea un regard significatif avec Amélie avant de répondre. « Maintenant, mon amour, nous allons poursuivre le travail que ta grand-mère a commencé. Nous allons transformer cet endroit, aider les gens qui en ont besoin, comme elle le voulait, » compléta doucement Amélie. L'un des employés de François s'approcha pour l'informer que la voiture était prête à les ramener à la maison. Élodie jeta un dernier regard au refuge qui avait été son abri pendant 16 heures troublées. « Nous ne disons pas adieu », assura Amélie, voyant son expression. « C'est juste un au revoir. » Alors qu'ils marchèrent vers la voiture, Élodie, toujours dans les bras de son père, le bracelet à son poignet capta un dernier rayon de soleil, brillant comme une promesse de jours meilleurs. Le cauchemar était terminé, mais quelque chose de nouveau et d'espérant ne faisait que commencer. « Papa » appela-t-elle à nouveau déjà dans la voiture. « Tu crois que grand-mère Hélène serait fière de moi ?» François regarda sa fille, si petite et pourtant si forte, si semblable à sa mère à tant d'égards, et sentit son cœur déborder d'amour. « J'en suis certain, mon amour, j'en suis certain. » Le manoir des Dupont semblait différent lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison. Les mêmes meubles coûteux, les mêmes rideaux élégants, mais il y avait quelque chose dans l'air, comme si les secrets révélés avaient modifié l'atmosphère même du lieu. Élodie tenait fermement la main de son père pendant qu'ils montèrent les escaliers. L'ancienne domestique, Marie, les attendait en haut avec des larmes dans les yeux. « Ma petite » sanglota-t-elle, embrassant Élodie. « Pardonne à cette vieille femme de n'avoir rien fait avant. J'aurais dû m'en rendre. »« Comte, vous avez fait ce que vous pouviez, Marie, » l'interrompit doucement François. « C'est grâce à votre appel que j'ai pu arriver à temps. » Amélie observait tout avec un mélange d'admiration et d'inconfort, clairement mal à l'aise dans cet environnement luxueux. Ses vêtements simples et usés contrastaient fortement avec l'élégance qui l'entourait. « Par ici !» Élodie prit sa main, l'entraînant vers la salle à manger. « Tu peux t'asseoir à côté de moi. » La table était dressée pour 4 personnes. Marie s'était occupée de préparer le dîner pendant leur absence. L'arôme de nourriture maison remplissait l'espace, apportant un sentiment de normalité dont tous avaient désespérément besoin. « Avant de nous asseoir, dit François,
Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Il les conduisit jusqu'à son bureau, une pièce dans laquelle Élodie avait rarement la permission d'entrer. Les murs étaient à couvert d'étagères de livres et de tableaux coûteux, mais il se dirigea vers son bureau en acajou et ouvrit un tiroir verrouillé. « J'ai trouvé ceci il y a quelques années », expliqua-t-il, sortant une enveloppe jaunie, « mais je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. » À l'intérieur se trouvait une vieille photo. Hélène, beaucoup, plus jeune, tenant un petit François dans ses bras. Ils se tenaient devant un énorme chêne, et tous deux souriaient comme s'ils partageaient un secret spécial. « L'arbre au trésor », murmura Élodie, reconnaissant l'endroit mentionné dans la lettre de sa grand-mère. « Oui ?» François passa ses doigts sur l'image avec tendresse. « Maman et moi avions cette cachette secrète, une cavité dans le tronc où nous gardions des choses importantes. Après qu'elle ait disparu, je n'ai jamais pu y retourner. Mais maintenant nous devons y aller, dit doucement Amélie. Les documents qu'elle a cachés peuvent t'aider à faire justice. » Élodie étudiait la photo avec attention. « Papa, est-ce que je peux venir avec toi quand tu iras les chercher ?» François hésita. Après tout ce qui s'était passé, l'idée d'exposer sa fille à plus de découvertes douloureuses l'effrayait. Mais il y avait quelque chose dans son regard, cette même détermination que sa mère avait l'habitude d'avoir. « Nous pourrons y aller demain, décida-t-il, tous ensemble. » Le dîner se déroula dans un silence confortable, rompu seulement par le tintement des couverts et les questions occasionnelles d'Élodie sur sa grand-mère. Amélie partagea ce qu'elle savait du travail d'Hélène à la décharge, comment elle avait organisé des groupes de soutien, obtenu des dons, donné de l'espoir à des personnes que la société avait oubliées. Elle apparaissait sans prévenir, raconta Amélie, ses yeux lointains avec les souvenirs. Toujours discrète, ne voulant jamais de reconnaissance, je n'ai découvert qui elle était vraiment qu'après que c'est arrivé. « Comment l'avez-vous su ?» demanda François, se penchant en avant. Les gens parlèrent d'une femme riche qui avait disparu. Et puis, les dons ont cessé d'arriver. C'était comme si une lumière s'était éteinte. Élodie jouait avec le bracelet à son poignet, observant comment la lumière des chandeliers faisait briller le métal ancien. « Mais maintenant, la lumière est revenue, n'est-ce pas? Nous pouvons continuer son travail. »« Oui, mon amour, François. » Sourit bien que ses yeux soient humides. « C'est exactement ce que nous allons faire. » Après le dîner, pendant que Marie préparait la chambre d'amis pour Amélie, Élodie demanda à dormir avec son père. La peur de l'abandon était encore trop fraîche, trop réelle. Allongée dans le grand lit de François, portant l'un de ces vieux pyjamas que Marie avait gardés, elle semblait encore plus petite, plus fragile. Mais il y avait une force intérieure en elle qui brillait de plus en plus fort. « Papa » appela-t-elle quand il se coucha à côté d'elle. « Tu penses que maman a toujours été comme ça ? Mauvaise à l'intérieur ?» François sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à un enfant la complexité des choix humains? Comment parler d'ambition, de la façon dont certaines personnes permettent à l'obscurité de grandir dans leur cœur jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour l'amour? « Je pense que ta mère s'est perdue à un moment donné, » répondit-il soigneusement. « Elle a laissé des choses comme l'argent et le pouvoir devenir plus importantes que la famille. Comment n'as-tu pas vu ?» La question innocente portait à une accusation involontaire qui le frappa profondément. « Parfois, chuchota-t-il, nous sommes si occupés à regarder au loin que nous ne voyons pas ce qui se passe juste sous nos yeux. » Élodie se blottit plus près de lui, le bracelet d'Hélène reflétant la douce lumière de la lampe de chevet. Dehors, la nuit s'était éclaircie et quelques étoiles étaient visibles à travers la fenêtre. « Mais maintenant tu vois, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. « Oui, ma petite. » Il embrassa son front. « Maintenant, je vois tout très clairement. » Le matin apporta avec lui un épais brouillard qui couvrait les jardins du manoir comme un manteau fantomatique. Élodie se réveilla tôt, toujours dans la chambre de son père, et resta à observer les ombres des arbres à travers la fenêtre embuée. Le petit déjeuner fut servi sur la terrasse où Marie avait préparé une table généreuse, des crêpes, des fruits frais, du jus d'orange. Amélie semblait plus à l'aise maintenant, portant des vêtements propres que la domestique avait préparés pour elle. « Le chêne se trouve au fond de l'ancienne propriété, » expliqua François pendant qu'il mangeait. « Je n'y suis pas allé depuis des années, depuis que nous avons déménagé dans cette maison.
Pourquoi? Demanda Élodie, la bouche pleine de crêpes. Trop de souvenirs, répondit-il simplement, mais ses yeux en disaient beaucoup plus. Le trajet jusqu'à l'ancien manoir des Dupont fut silencieux. La maison, une construction imposante du siècle dernier, était fermée depuis des années, ses fenêtres couvertes et son jardin envahi par les mauvaises herbes. « C'est ici que tu vivais. Tu es avec grand-mère ?» demanda Élodie, ses yeux écarquillés devant la construction majestueuse. « Oui, » répondit François, sa voix distante. « J'ai grandi en courant dans ces couloirs, en jouant dans ce jardin. » Amélie observait tout avec intérêt. Hélène parlait de cet endroit. Elle disait qu'elle avait des projets pour le transformer en un centre de soutien pour les familles, dans le besoin. « Elle pensait toujours aux autres, » murmura François, les guidant vers l'arrière de la propriété. Le chêne était encore plus grand que sur la photo, ses branches tordues s'étendant dans toutes les directions comme des bras anciens cherchant le ciel. Le brouillard commençait à se dissiper, et le soleil du matin créait des motifs de lumière et d'ombre à travers les feuilles. Élodie courut devant, s'arrêtant brusquement devant l'énorme tronc. La cavité mentionnée dans la lettre était là, partiellement cachée par de la mousse et des plantes grimpantes. « Attention !» François la retint avant qu'elle ne mette la main dans le trou. « Laisse-moi vérifier d'abord. » Avec des mouvements prudents, il écarta la végétation et éclaira l'intérieur de la cavité avec la lampe de son téléphone. Quelque chose de métallique brilla au fond, une petite boîte en laiton exactement comme il s'en souvenait. « C'est celle où nous gardions nos trésors », expliqua-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Maman a dû utiliser notre cachette. »« Spéciale ?» Avec précaution, il retira la boîte. Elle était étonnamment bien conservée, protégée de l'humidité par la cavité naturelle de l'arbre. Le couvercle était maintenu par un petit cadenas rouillé. « La clé !» s'exclama soudainement. Élodie, manipulant son bracelet. « Regarde, papa, il y a une petite clé cachée ici. » En effet, un minuscule compartiment dans le bracelet contenait une petite clé dorée. Les mains légèrement tremblantes, François l'inséra dans le cadenas. Le contenu de la boîte fit retenir leur souffle à tous. Il y avait des documents soigneusement organisés, des reçus, des notes détaillées, toutes les preuves qu'Hélène avait collectées concernant les détournements de fonds et les affaires irrégulières. Mais il y avait plus. Au fond de la boîte, enveloppée dans un morceau de soie décolorée, se trouvait un journal. « C'est son écriture », murmura François, ouvrant avec précaution les pages jaunies. « Lis-le-nous, papa », demanda Élodie, s'asseyant à côté de lui sur l'herbe humide. Il s'éclaircit la gorge, essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. « Mon cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que mes soupçons étaient fondés et que quelque chose m'est arrivé. Je n'ai pas peur de la mort. Je regrette seulement de ne pas pouvoir te voir réaliser tout ton potentiel, de ne pas pouvoir connaître mes petits-enfants. » François fit une pause, des larmes coulant librement sur son visage. Élodie, lui, prit la main, le bracelet d'Hélène tintant doucement. « Continue, » chuchota-t-elle. « J'ai découvert quelque chose de terrible qui se passe dans notre entreprise. Des personnes en qui nous avions confiance détournent de l'argent destiné à des projets sociaux. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de vie, d'espoir. Chaque centime volé, c'est un enfant sans école, une famille sans toit. » Amélie écoutait en silence, ses propres larmes marquant son visage. Combien de vies auraient pu être différentes si Hélène avait réussi à exposer la vérité? « Je sais que Céline est impliquée », poursuivait la lettre. « Elle et Zacharie se rencontrent secrètement, faisant des plans. Je crains qu'elle ne se rapproche de toi uniquement par intérêt. S'il te plaît, mon fils, sois prudent. » Elle savait, murmura François. Elle a essayé de me prévenir. Mais le plus important, continua-t-il à lire, sa voix se brisant, c'est que tu ne perdes jamais de vue ce qui compte vraiment. L'argent va et vient, le pouvoir est transitoire. Ce qui reste, c'est le bien que nous faisons, les vies que nous touchons. Le reste de la lettre d'Hélène était comme une carte détaillée de rêves interrompus, des plans pour transformer l'ancien manoir en un centre communautaire, des projets d'école professionnelle, des idées pour le microcrédit et les coopératives. Chaque page respirait l'espoir et les possibilités. Elle avait pensé à tout, murmura Amélie, feuilletant les documents avec révérence. Chaque détail, chaque besoin. Élodie observait son père lire, son petit visage marqué par une gravité au-delà de son âge.
Le bracelet à son poignet semblait plus brillant maintenant, comme si le métal ancien s'éveillait avec chaque secret révélé. « Il y a encore une chose ici, » dit François, retirant une enveloppe plus petite. Du fond de la boîte, à l'intérieur se trouvait une vieille clé et un morceau de papier avec une adresse. « C'est dans le centre-ville, » reconnut Amélie l'adresse, près de cette banque traditionnelle. « Le coffre, » chuchota François, d'anciens souvenirs. Ressurgissant, maman avait un coffre bancaire, elle m'y a emmené une fois quand j'étais enfant. « On y va maintenant ?» demanda anxieusement Élodie. Il regarda sa montre. La banque devrait être ouverte, mais il hésita regardant sa fille. Après tout ce qu'elle avait traversé, serait-il prudent de l'exposer à plus de révélations? « S'il te plaît, papa, » supplia-t-elle ses grands yeux implorants. « J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. » La banque était un bâtiment imposant d'architecture classique. Le directeur, un monsieur aux cheveux grisonnants, reconnut immédiatement François. « Monsieur Dupont. Quelle agréable surprise. En quoi puis-je vous aider ?»« J'ai besoin d'accéder à un ancien coffre, » expliqua François, montrant la clé. « Il était au nom de ma mère, Hélène Dupont. » Le directeur devint soudainement sérieux. « Ah, oui, Madame Hélène. Une grande dame. J'ai été profondément attristé quand j'ai appris sa disparition. » Ils furent inconduits jusqu'à la zone des coffres, un environnement réfrigéré et silencieux. Le coffre d'Hélène se trouvait dans une section plus ancienne, sa porte en métal assombrie par le temps. « Je vais vous laisser tranquille, » dit discrètement le directeur se retirant. Les mains légèrement tremblantes, François inséra la clé. Le mécanisme tourna avec un léger clic, comme s'il avait attendu toutes ces années pour ce moment. À l'intérieur, il y avait d'autres documents, mais aussi quelque chose d'inattendu, un album de photographies et une boîte en velours bleu. « Ce sont les bijoux de grand-mère », s'exclama Élodie, reconnaissant l'étui similaire à celui qui contenait son bracelet. François ouvrit soigneusement la boîte. À l'intérieur, sur du velours décoloré, se trouvait un collier de perles et un billet. « Pour ma future petite fille, quand elle arrivera, pour qu'elle sache que même sans m'avoir connue, elle a été profondément aimée. » Élodie toucha les perles de ses doigts délicats, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Elle savait que je viendrais, » chuchota-t-elle. « Elle a gardé cela pour moi. » L'album photo révéla d'autres surprises, des images d'Hélène dans divers projets sociaux, toujours discrètes, toujours en arrière-plan. Sur l'une des dernières photos, elle apparaissait avec un groupe de femmes devant un petit atelier de couture. « C'est la coopérative de couturières », s'exclama Amélie. « Le premier projet qu'elle a aidé à financer dans notre quartier. Il fonctionne encore aujourd'hui. » Mais ce furent les documents qui firent pâlir François. C'étaient des registres détaillés de toutes les opérations irrégulières, incluant des noms qu'il n'aurait jamais imaginé être impliqués. « Ce n'était pas seulement Céline et Zacharie, » murmura-t-il, feuilletant les pages. « Il y avait tout un système. Des personnes qui sont encore dans l'entreprise. Que vas-tu faire ?» demanda doucement Amélie. François regarda sa fille, qui tenait toujours le collier de perles comme s'il était le trésor le plus précieux du monde. Il pensa à sa mère, à tous les rêves qu'elle avait pour aider les gens, à comment sa vie avait été interrompue par la cupidité et la méchanceté. « Je vais faire ce qu'elle a essayé de faire, » répondit-il avec détermination. « Je vais tout exposer, nettoyer l'entreprise, la transformer en ce qu'elle aurait dû être depuis le début. »« Ce sera dangereux, » avertit Amélie. « Ces personnes ont du pouvoir, de l'influence. Plus dangereux serait de les laisser continuer. »« À détruire des vies, » répondit-il. « J'ai déjà perdu ma mère à cause de ce secret. J'ai failli perdre ma fille. Assez de cacher la vérité. » Élodie étreignit son père, le collier de perles toujours dans ses mains. « Maintenant nous sommes 3, dit-elle simplement. Toi, moi et grand-mère Hélène. » Le bracelet à son poignet brillait sous la lumière artificielle des coffres, comme s'il était d'accord. À l'extérieur de la banque, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées et roses, des couleurs d'espoir, des couleurs de renouveau. Les jours qui suivirent furent intenses. François plongea dans une enquête approfondie, révisant chaque document, connectant chaque point de la conspiration que sa mère avait découverte. Amélie resta au manoir, aidant à s'occuper d'Élodie et offrant des perspectives précieuses sur les projets sociaux qu'Hélène avait initiés.
Un matin, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, Marie apporta le journal avec des titres surprenants. Scandale financier secoue le marché, héritière d'empire commercial. Avoue ses crimes. Céline avait décidé de collaborer avec les enquêteurs. Sa confession détaillée impliquait des dizaines de personnes, y compris des cadres supérieurs, et même quelques politiciens locaux. Elle essaie de réduire sa peine, commenta Amélie, lisant l'article. Ou peut-être, dit doucement Élodie, elle a finalement compris qu'elle devait faire ce qui est juste. François observa sa fille avec admiration. Même après tout ce qu'elle avait traversé, elle parvenait encore à voir le meilleur chez les gens. Exactement comme Hélène. « Que va-t-il arriver à l'entreprise maintenant, papa ?» demanda-t-elle, ajustant le collier de perles qu'elle portait presque toujours. « Nous allons la reconstruire, » répondit-il déterminé. « Mais cette fois, en suivant les plans de ta grand-mère. L'ancien manoir serait le premier projet. Suivant les notes détaillées d'Hélène, ils commencèrent les rénovations pour le transformer en un centre communautaire. Amélie fut invitée à coordonner les activités, apportant son expérience du travail à la décharge. Chaque pièce aura un objectif, expliquait-elle avec enthousiasme, montrant les plans à Élodie. Ici, nous aurons des salles de classe, là une bibliothèque, et dans cet espace, un dispensaire. La fillette absorbait chaque détail, faisant ses propres suggestions. Pouvons-nous faire aussi un jardin, pour que les gens apprennent à planter? Bien sûr, sourit François, ta grand-mère adorerait cette idée. Un après-midi, alors qu'ils supervisaient les travaux, ils reçurent une visite inattendue. Zacharie, qui avait obtenu une liberté conditionnelle pour sa coopération, demanda à leur parler. « Je viens vous dire au revoir, dit-il, paraissant plus vieux et fatigué. Je déménage à la campagne. Je vais travailler avec mon frère dans une ferme. Pourquoi viens-tu nous dire cela ?» demanda François, se plaçant instinctivement devant Élodie. « Parce que j'avais besoin que vous sachiez, que vous compreniez. » Il hésita, cherchant ses mots. Hélène était une personne extraordinaire. Elle a vu quelque chose de bon en moi, même quand je ne le méritais pas. Et je l'ai trahi. J'ai trahi tout ce qu'elle représentait. Élodie, surprenant tout le monde, fit un pas en avant. Grand-mère Hélène croyait que les gens pouvaient changer, qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Zacharie la regarda avec des yeux embués. « Tu es exactement comme elle, » murmura-t-il. « Tu as le même cœur. » Avant de partir, il remit à François une enveloppe jaunie. « J'ai trouvé ça parmi mes affaires. C'est la dernière photo que j'ai prise d'elle, quelques semaines avant. » Avant tout ça, la photographie montrait Hélène dans son bureau, souriant à l'appareil photo tout en travaillant sur des documents. Le bracelet, le même qui ornait maintenant le poignet d'Élodie, brillait à son bras. Elle était si heureuse ce jour-là, se souvint tristement Zacharie. Elle venait d'approuver un projet pour construire des crèches dans des quartiers défavorisés. « Et nous allons réaliser ce rêve », déclara Élodie avec conviction. Tous ses rêves. Après le départ de Zacharie, François trouva sa fille dans l'ancienne chambre d'Hélène, qui était en train d'être transformée en salle de réunion pour des projets sociaux. Elle était assise sur le rebord de la fenêtre, le bracelet et le collier de perles brillant sous la lumière du soir. « À quoi penses-tu, petite ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « À comment parfois des choses mauvaises arrivent pour que de bonnes choses puissent naître ?» répondit-elle, pensivement, comme une fleur qui pousse au milieu des ordures. Il serra sa fille dans ses bras, ressentant un mélange de fierté et de gratitude si intense qu'il pouvait à peine respirer. En si peu de temps, elle avait affronté l'abandon, la trahison et la perte, mais au lieu de se laisser endurcir, elle avait fleuri avec encore plus de compassion. « Tu sais ce que j'aime le plus dans ces projets de grand-mère, » continua-t-elle, « c'est qu'ils ne consistent pas seulement à donner des choses aux gens. Ils consistent à les aider à grandir, à devenir forts. Exactement comme tu l'as fait. » Il embrassa son front. « Tu as grandi, tu es devenue plus forte. » Élodie sourit, jouant avec le bracelet. « Et maintenant, nous pouvons aider d'autres personnes à faire de même. » Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dorées à travers les anciennes fenêtres. Quelque part dans le jardin, des oiseaux chantaient leur dernière mélodie du jour. C'était un moment de paix, de promesse, un moment qu'Hélène aurait adoré partager. Les semaines passèrent et le centre communautaire commençait à prendre forme. Les murs de l'ancien manoir, autrefois froids et austères, affichaient maintenant des couleurs vibrantes et des fresques peintes par des artistes locaux.
Le jardin, sous les soins attentifs d'Élodie et d'un groupe de bénévoles, fleurissait de légumes et de fleurs. Un matin particulièrement animé, alors qu'il supervisait l'installation d'équipements dans la nouvelle bibliothèque, Marie accourut vers eux, le visage pâle d'inquiétude. « Monsieur François !» appela-t-elle essoufflée. « Madame Céline, elle est ici !» François sentit tout son corps se raidir. À ses côtés, Élodie saisit sa main, le bracelet d'Hélène tintant nerveusement à son poignet. « Que veut-elle » demanda-t-il, sa voix tendue. « Elle dit qu'elle a besoin de parler à la petite », répondit Marie, tordant son tablier entre ses mains. « Elle a une autorisation judiciaire pour une visite supervisée. » Amélie, qui organisait des livres à proximité, s'approcha de manière protectrice. « Tu n'es pas obligée de la voir si tu ne veux pas, ma chérie. » Élodie regarda son père, puis le bracelet à son poignet, comme si elle y cherchait des conseils. Finalement, elle redressa ses petites épaules et dit « Je veux lui parler. »« Tu es sûr ?» demanda doucement François. Grand-mère Hélène écrivait dans son journal que le pardon n'est pas pour ceux qui le méritent, mais pour ceux qui en ont besoin, répondit-elle, surprenant tout le monde par sa sagesse. Céline attendait dans le jardin, assise sur l'un des nouveaux bancs installés sous le vieux chêne. Elle était différente, plus maigre, sans maquillage, portant des vêtements simples au lieu de ses habituels tailleurs coûteux. Ses mains, normalement si fermes et contrôlées, tremblaient légèrement sur ses genoux. Quand elle vit Élodie s'approcher, accompagnée de François et d'Amélie, quelque chose dans son visage changea, un mélange de honte et de remords, que personne n'avait vu auparavant. « Bonjour ma fille », dit-elle doucement, sa voix défaillant sur le dernier mot. Élodie s'arrêta à quelques pas de distance, étudiant la femme qui avait tenté de l'abandonner. Le collier de perles d'Hélène brillait à son cou, comme un rappel silencieux d'amour véritable. « Pourquoi es-tu venue » demanda-t-elle simplement. Céline avala difficilement, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « J'avais besoin de te voir, besoin de te dire que je suis désolée. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais pourquoi as-tu fait ça ?» l'interrompit Élodie. « Pourquoi m'as-tu laissé à la décharge ?»« Parce que j'étais perdue, » répondit Céline, sa voix se brisant. « Tellement perdue dans l'avidité et l'ambition que j'ai oublié comment aimer. Tu me rappelais tellement Hélène, la même bonté, la même force, et cela m'effrayait. Pourquoi ? Cela t'effrayait, parce que je savais qu'un jour tu découvrirais la vérité. Tu découvrirais ce que nous avions fait à ta grand-mère, comment nous avions détruit ses rêves. » Céline couvrit son visage de ses mains, sanglotant ouvertement maintenant. Élodie regarda Amélie, qui hocha la tête d'encouragement, puis son père qui maintenait une expression neutre mais attentive. Lentement, la fillette s'approcha de sa mère. « Tu sais ce que j'ai découvert, » dit-elle doucement. « Que les rêves de grand-mère Hélène ne sont pas morts. Ils nous attendaient cachés comme des trésors. » Céline baissa les mains, regardant à travers ses larmes le centre communautaire en construction. C'est exactement comme elle l'avait. « Planifié, » murmura-t-elle, « chaque détail. » « Et maintenant, nous allons réaliser tous ces rêves, » continua Élodie. « Nous allons aider les gens, faire le bien. C'est ce que devrait faire une famille, non ?»« Famille. » Céline répéta, le mot comme s'il était étrange dans sa bouche. « Je ne mérite pas d'être ta famille, pas après ce que j'ai fait. » Grand-mère Hélène a écrit dans son journal que parfois les personnes les plus perdues sont celles qui ont le plus besoin d'amour, dit Élodie, surprenant à nouveau tout le monde par sa compassion. Elle croyait que tout le monde pouvait changer. François observait l'interaction le cœur serré, partagé entre l'instinct de protéger sa fille et la fierté face à sa sagesse précoce. Le bracelet d'Hélène brillait au poignet d'Élodie, comme s'il approuvait chaque mot. « Quand je sortirai de prison, dit Céline avec hésitation, puis-je aider avec les projets ?» Ce fut Amélie qui répondit, sa voix douce mais ferme. « Nous avons toujours besoin de bénévoles. Des personnes prêtes à travailler dur, à prouver qu'elles méritent une seconde chance. » À ce moment-là, une brise légère secoua les branches du chêne, faisant danser quelques feuilles dorées autour d'eux. C'était comme si Hélène était là, témoin silencieux de ce moment de pardon et de rédemption possible. Un mois passa, et le centre communautaire Hélène Dupont, comme il fut officiellement baptisé, devint un phare d'espoir dans la ville. Chaque jour apportait de nouvelles histoires de transformation, de nouveaux rêves réalisés, de nouvelles vies touchées par l'héritage d'amour qu'Hélène avait laissé.
Par un matin particulièrement spécial, Élodie aidait à organiser une cérémonie importante. Le centre fêtait sa première année de fonctionnement et une exposition spéciale avait été préparée pour célébrer l'occasion. « Tu es sûr que tout est bien placé ?» demanda-t-elle à Amélie pour la 3e fois, ajustant nerveusement le collier de perles à son cou. « C'est parfait, ma chérie », sourit Amélie, admirant les panneaux qui racontèrent l'histoire d'Hélène à travers des photos, des documents et des témoignages. L'exposition occupait tout le hall principal de Bissonti-di-Samp, l'ancien manoir. Sur un mur, une chronologie montrait les divers projets sociaux initiés par Hélène au fil des ans. Sur un autre, des photos récentes documentaient comment ces mêmes projets étaient revitalisés et élargis. « Les premiers invités arrivent », annonça Marie, jetant un coup d'œil par la fenêtre. Parmi les visiteurs se trouvèrent des personnes de toutes les couches sociales, des entrepreneurs et des autorités aux résidents des communautés desservies par le centre, tous unis par le même objectif, célébrer un héritage d'amour et de transformation. François observait tout avec une émotion à peine contenue. Vêtu d'un costume simple mais élégant, il semblait différent de l'homme d'affaires froid qu'il avait été autrefois. Ses yeux, autrefois concentrés uniquement sur les chiffres et les profits, brillaient maintenant d'un objectif plus grand. « Papa !» appela Élodie avec excitation. « Regarde qui est venu !» Madame Carmen, la dame de la coopérative de couture, entrait accompagnée d'un groupe de femmes. Toutes portèrent de petits sacs artisanaux, des cadeaux spécialement conçus pour l'occasion. « Ils sont faits avec des chutes de tissu », expliqua l'une des artisanes, remettant un sac particulièrement joli à Élodie. « Chaque morceau de tissu raconte une histoire, tout comme chaque personne ici a sa propre histoire à raconter. » La fillette serra le cadeau, émue. À l'intérieur du sac, il y avait un billet, pour la petite fille d'Hélène qui nous a rendu l'espoir. De plus en plus de personnes continuèrent d'arriver. D'anciens élèves des cours de formation professionnelle, maintenant entrepreneurs prospères. Des familles qui avaient reçu du soutien dans les moments difficiles et qui revenaient maintenant pour aider les autres. Chaque visage avait une histoire de résilience à partager. Un murmure à l'entrée attira l'attention de tous. Céline entrait, escortée par des gardiens. Elle avait reçu une permission spéciale pour participer à la cérémonie. Elle était plus mince, plus pâle, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une humilité qui n'y avait jamais été auparavant. « Puis-je » hésita-t-elle, regardant Élodie. « Puis-je voir l'exposition » La fillette acquiesça, prenant instinctivement la main de son père. Ensemble, ils observèrent Céline marcher lentement parmi les panneaux, s'arrêtant à chaque photo, lisant chaque histoire. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Je n'ai jamais compris », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Tout ce temps, je n'ai jamais compris la vraie valeur des choses. » Amélie s'approcha d'elle, offrant un mouchoir. « Il n'est jamais trop tard pour comprendre, » dit-elle doucement. « Il n'est jamais trop tard pour changer. » Le moment fut interrompu par un groupe d'enfants du projet de musique, l'une des nouvelles initiatives du centre. Ils avaient préparé une présentation spéciale, une chanson composée en hommage à Hélène. Tandis que les voix enfantines emplissaient la salle, Élodie remarqua quelque chose d'extraordinaire. Son bracelet, le même qu'Hélène avait porté tant d'années auparavant, commença à briller d'une manière différente sous les lumières de la salle. C'était comme si chaque note musicale donnait une nouvelle vie au vieux métal. « Regarde, papa !» chuchota-t-elle, montrant le phénomène. François sourit, des larmes dans les yeux. « C'est comme si elle était ici », répondit-il doucement, « comme si elle pouvait voir tout ce que nous avons accompli. » La musique se terminait par un message d'espoir. Dans chaque sourire renaissant, dans chaque rêve réalisé, l'amour qui a été semé continue de fleurir. Le bracelet continuait de briller, comme s'il dansait avec la mélodie. À ce moment, tous dans la salle pouvaient le sentir. L'esprit d'Hélène était vraiment vivant, non seulement dans les murs de ce centre ou dans les projets réalisés, mais surtout dans les cœurs transformés par son héritage d'amour. Le jour de la célébration se transforma en soirée, mais personne ne semblait vouloir partir. Le hall principal du centre communautaire Hélène Dupont était rempli de voix, de rires et de musique. Des histoires étaient partagées, des souvenirs ravivés, des rêves renouvelés. Élodie, bien que fatiguée après une journée si intense, ne pouvait effacer le sourire de son visage. Assise dans un coin plus tranquille de la salle, elle observait les gens,
tant de vies différentes, tant de chemins qui se croisaient dans cet espace. « À quoi penses-tu » demanda Amélie, s'asseyant à côté d'elle. « À combien tout a changé » répondit la fillette, jouant avec le bracelet qui brillait maintenant doucement. « Depuis cette nuit à la décharge, ça semble si lointain maintenant. » François, qui s'approchait avec 2 tasses de chocolat chaud, entendit le commentaire. Son cœur se serra en se rappelant le désespoir qu'il avait ressenti en découvrant que Céline avait abandonné sa fille. Mais maintenant, regardant Élodie, si forte, si sage, si pleine de compassion, il voyait comment même les moments les plus sombres pouvaient conduire à des transformations extraordinaires. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» dit-il, tendant une des tasses à sa fille. « Comment ta grand-mère a planifié tout cela d'une certaine façon. Pas seulement les projets sociaux, mais comment ils continueraient à travers des personnes qui s'en soucient vraiment. Comme toi et Élodie, sourit Amélie. Hélène doit être si fière. » À ce moment, Céline s'approcha timidement du groupe. Son temps de visite était presque terminé, et les gardiens attendaient discrètement près de la porte. « commença-t-elle, sa voix tremblante. « Je voulais dire quelque chose avant de partir. » Élodie posa sa tasse sur une table proche et regarda sa mère avec ses yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. « Quand je sortirai, continua Céline, je sais que j'aurai beaucoup à reconstruire. Regagner la confiance, prouver que j'ai changé. Mais aujourd'hui, en voyant tout cela, j'ai enfin compris ce qu'Hélène essayait de nous enseigner. »« Et qu'était-ce » demanda doucement François. « Que la vraie richesse n'est pas quelque chose que l'on accumule, répondit-elle, des larmes coulant sur son visage. C'est quelque chose que l'on partage, quelque chose qui grandit chaque fois qu'on aide quelqu'un, chaque fois qu'on fait une différence dans la vie d'une autre personne. » Élodie se leva et, à la surprise de tous, étreignit sa mère. « Grand-mère, Hélène croyait aussi aux secondes chances, » chuchota-t-elle. Le moment fut interrompu par le son d'applaudissements. La chorale d'enfants avait commencé une autre représentation. Les voix cristallines emplirent la salle avec une mélodie ancienne, une chanson qu'Hélène avait l'habitude de chanter quand elle visitait les communautés. Le bracelet au poignet d'Élodie brilla plus intensément, comme s'il répondait qu'à la musique. Le collier de perles à son cou semblait aussi refléter la lumière d'une manière spéciale, créant de petits arcs-en-ciel qui dansaient sur les murs. « C'est comme de la magie », commenta un enfant de la chorale, pointant vers le phénomène. « Ce n'est pas de la magie, sourit Élodie, c'est de l'amour. Le genre d'amour qui ne meurt jamais, qui continue à vivre à travers les bonnes actions, les vies transformées, les rêves réalisés. » François serra sa fille, ressentant une immense gratitude pour tout ce qu'ils avaient vécu. Le chemin n'avait pas été facile. Il y avait eu de la douleur, de la trahison, des pertes. Mais chaque moment difficile les avait menés jusqu'ici, jusqu'à cette compréhension profonde de ce qui importait vraiment. Amélie commença à rassembler les tasses vides, se préparant pour la fin de la célébration. « Demain, nous commençons tôt », rappela-t-elle avec un sourire. « Nous avons ce nouveau projet dans le quartier Saint-François. Le centre communautaire que nous allons y construire, » compléta Élodie avec enthousiasme. « Exactement comme grand-mère Hélène l'avait prévu dans ses notes. » Les derniers invités commençaient à partir. Céline fut emmenée par les gardiens, mais il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux, comme si elle avait enfin trouvé un but plus grand qu'elle-même. Dans le jardin, les fleurs plantées par Élodie et ses petits assistants brillaient sous la lumière de la lune. Le vieux chêne, témoin silencieux de tant d'histoires, semblait plus majestueux que jamais. « Papa » appela Élodie, sa voix ensommeillée après une journée si intense. « Oui, mon amour ? Je crois que j'ai compris. Pourquoi grand-mère Hélène a gardé ce bracelet? Ce n'était pas seulement pour cacher ce billet important. Non, non, sourit-elle, ses yeux brillants de sagesse. C'était pour nous rappeler que l'amour véritable trouve toujours son chemin de retour. Même quand ça semble impossible, même quand tout est sombre, l'amour éclaire le chemin. » François embrassa le front de sa fille, sentant son cœur déborder. Là-haut, les étoiles brillaient avec une intensité particulière, comme si Hélène leur souriait, bénissant chaque nouveau commencement, chaque histoire de rédemption, chaque graine d'espoir plantée en son nom. Le centre communautaire. Hélène Dupont continuerait de grandir, touchant plus de vies,
transformant plus d'histoire. Et à travers chaque sourire renouvelé, chaque rêve réalisé, l'héritage d'amour d'Hélène resterait vivant. Non seulement dans les murs de cet endroit ou dans les projets réalisés, mais surtout dans les cœurs qui avaient appris que la vraie richesse est celle qui se multiplie en étant partagée.